Dans Lady vous écoute aujourd'hui, notre sujet s'intitule Regard de femme sur le monde. Petit retour sur l'actualité au féminin, s'il vous plaît, d'autant que, et j'ai envie de faire un roulement de tambour pour les recevoir, les terriennes sont parmi nous. Merci de les recevoir avec moi. Isabelle Mourgère, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à TV5 Monde et vous n'êtes pas toute seule avec nous sur le plateau. Sylvie Brébon, bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes journaliste à TV5 Monde, vous aussi. Et ensemble, nous allons donc revenir sur l'actualité et apporter un regard qui n'est pas nécessairement celui que l'on retrouve dans l'actualité en termes de commentaires. Je voudrais donc qu'on commence par les terriennes, car je le disais au début de cette émission, les terriennes, c'est vous. Qu'est-ce que c'est que les terriennes ? Les terriennes, c'est à la fois un site de TV5 Monde et une émission, une petite émission qui est présentée par Isabelle Mourgère. Alors, comme pour l'instant, on est des femmes, on a le droit à une petite émission, mais c'est déjà mieux que rien, j'ai envie de dire. Et c'est dédié à la condition des femmes dans le monde. Mais je dirais que même au-delà, c'est aussi porter un autre regard sur le monde. Parce que, en fait, tous les sujets, on peut les décliner au féminin et on peut les regarder au féminin aussi. Et c'est intéressant, on va voir ça plus tard. Alors pourquoi pensez-vous que ça n'est pas l'approche de tout le monde? Pourquoi ça n'a pas l'air de tomber sous le sens que d'apporter aussi cette lecture au féminin de l'actualité? Il n'y a qu'à regarder dans les médias. Hélas, encore aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ah, c'était donc cela. Voilà, on n'a qu'à regarder dans l'ours d'un journal écrit, parce que ça existe encore, la presse écrite. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes. Donc forcément, le regard est plutôt celui des hommes sur l'actualité. Donc il faut se bagarrer pour essayer de donner un regard différent et puis de titiller là où ça fait mal. Nous allons avoir 4 sujets dans cette émission. Nous allons continuer sur les terriennes, bien évidemment, pour faire connaître à ceux de nos téléspectateurs qui ne connaissaient pas encore. Mais nous allons parler aussi des migrantes, des migrants dont des migrantes. Et puis nous parlerons d'elles. Qui, c'est tout à l'heure, et nous terminerons par le Burkina Faso au féminin aussi. Vous savez, le pays des femmes intègres. Alors revenons-en donc aux terriennes. Comment vous êtes-vous retrouvée engagée dans cette aventure-là ? C'est Sylvie qui est à l'origine de Terrienne, c'est elle, la maman des Terriennes. Et puis, en fait, moi, je présentais le journal sur TV5 Monde, et on avait des chroniques. Donc, on avait réussi, en se bagarrant un petit peu, à avoir une chronique chaque semaine. Et donc, Sylvie venait présenter la chronique dans le journal. Et puis, bon, après, il y a des changements dans les chaînes de télévision. On change de programme à chaque rentrée. On change un petit peu ce qui peut se passer. Et là, en fait, il n'y avait plus de chronique. On s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer pour les Terriennes ? Et bizarrement, nos chers, je les salue au passage, nos chers directeurs, qui sont des hommes, inutile de le préciser, mais à l'époque, nous avions quand même une présidente qui était tout en haut. Peut-être que c'est ceci expliquant cela. On s'est un petit peu bagarré, on s'est dit... On peut la nommer. Oui, Marie-Christine Saragosse, qui œuvre toujours dans les médias, mais plus à TV5 Monde. Et on s'est dit, mais il faut absolument continuer à parler des femmes. Et sur un ton un petit peu ironique, on nous a répondu « Ah bon, mais pourquoi parler des femmes ?» Alors on est resté un petit peu comme ça, choqués avec Sylvie. Et puis bon, voilà, on a bossé sur ce projet et on a réussi à arracher 3 minutes 30. Un petit journal de 3 minutes 30 par semaine. Pour l'instant. Imaginez donc en 3 minutes, on arrive quand même à condenser des infos. Quand même, là, on a eu l'appui du directeur général. C'est lui qui a permis que ce soit... Parce qu'avant, c'était une chronique. C'était moi qui faisais, on faisait un peu des briques et de broc. Bon, voilà. Et puis, là, c'est un vrai petit journal avec son générique, son habillage, etc. Ça donne autre chose, parce qu'en plus, c'est multidiffusé. Donc, c'est en soi déjà une petite émission. Bon, peut-être qu'un jour, on fera plus. Qui sait? Regard de femme sur le monde. Avez-vous le sentiment d'apporter quelque chose qui change la donne? Parce que de vous exprimer, c'est une chose. Mais pensez-vous que cela suscite chez autrui des mutations sociales, par exemple? Il faut l'espérer, oui, parce que effectivement, là, on va parler de sujet. Alors bon, on peut dire que elle est un sujet féminin. On ne dit pas encore de quoi il s'agit exactement, mais les 2 autres sujets, les migrants et le Burkina Faso, on apporte là, je pense, vraiment quelque chose qui permet de comprendre ce qui se passe réellement. On le verra plus tard.
On va le savoir tout à l'heure, vous l'allez voir tout à l'heure, comme dirait la fable. Nous allons donc continuer à parler des terriennes en fondu. Nous allons aborder la question de la migration. Quelque part, les terriennes, c'est des migrantes finalement, sur un territoire pourtant qui est le leur, celui qui est la terre. Elles sont plus de la moitié. C'est vrai ce que vous dites. C'est C'est assez bien résumé. On partage un statut parfois avec les mêmes inconvénients. Disons qu'on se sent évidemment solidaire et touché par toutes les images qu'on voit au cours de ces derniers mois, dernières semaines, mais ces dernières années aussi. Parmi ces migrants et ces candidats à l'exil, on voit il y a des femmes et il y en a de plus en plus. On a pu en parler justement. C'est pas qu'il y en a de plus en plus, c'est qu'elles sont majoritaires. Donc en fait, c'est une chose, voilà, dont on parle des migrants, on parle surtout des hommes, on parle aussi, y compris pour accuser ces pauvres migrants, on dit, vous voyez, on est envahi par des hommes qui viennent d'ailleurs, etc. Mais c'est faux. La majorité aujourd'hui en Europe, des migrants, ce sont des femmes. Alors, ce n'est pas une grande majorité, c'est 51%, mais ce sont des femmes et elles viennent pour des raisons. Alors, ce n'est pas nouveau. Autrefois aussi, il y avait beaucoup de femmes, mais c'était une migration familiale. J'en suis un exemple. Moi, mon grand-père, ma grand-mère, avec leurs 2 enfants, sont venus, donc c'était tout à fait paritaire. Donc, il y avait 44% de femmes dans les années 30, 40. Et puis, depuis la fin du XXe siècle, le début du 21e, c'est une majorité de femmes et ce sont des femmes seules pour la plupart du temps ou avec des enfants. Alors pensez-vous que si dans les journaux on disait il y a des femmes qui arrivent, il y aurait un autre accueil peut-être? Parce que dire ces hommes qui viennent et tout de suite on est peut-être à cran, mais le signifier au féminin, est-ce que ça pourrait prêter à confusion? Moi, pour le coup, je crois que les réactions seraient les mêmes, mais bon. C'est mon avis, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre, parce que ça donne quand même une autre idée. Ce ne sont pas les mêmes raisons de migration, ce ne sont pas les mêmes raisons de réfugiés, de demande d'asile, d'espérance. Je pense quand même que c'est ça. En tout cas, ça modifie le regard. C'est intéressant de le dire. De le constater, oui. Nous avons quelques petites photos à vous montrer sur ce qui campe les femmes de la migration. Qu'est-ce qui les caractérise d'après vous? Elles viennent pour sauver. Elles n'ont pas tellement le choix. Je crois que c'est un choix qui est très très difficile. Elles sont armées de courage et leur chemin est vraiment semé d'embûches, mais alors multiplié par je ne sais combien, parce que on l'a vu, donc on a rencontré, Sylvie a rencontré donc une spécialiste justement des migrations, oui, qui a travaillé sur ces migrantes. En fait, ces femmes migrantes, elles sont déjà victimes de violences. En premier chef, avant que d'être migrante. Avant de devenir migrante, oui. Et c'est souvent ce qui provoque le départ. Mais après, c'est pas fini en fait. C'est pas le jour où elle décide de partir que ces violences s'arrêtent. Et ça, on ne le sait peut-être pas assez. Oui, c'est-à-dire que c'est ça. Alors c'est pour ça que le HCR a demandé que dans les raisons d'accorder l'asile politique, maintenant il y ait les violences sexuelles, les menaces de mutilation sexuelle. Et donc c'est devenu des demandes, des possibilités d'accorder l'asile politique à des femmes. Parce que pour la plupart, ce sont ces raisons-là qui les font fuir de leur pays. Et la différence avec, par exemple en ce moment, les Syriens, bon, alors c'est surtout des hommes, mais il y a de plus en plus de femmes. Et dans les camps de réfugiés, les femmes sont majoritaires. Donc bientôt, la tendance probablement s'inversera. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte aujourd'hui quand on parle de migration. Pensez-vous que les pouvoirs publics aient envie de s'encombrer, de s'embarrasser de quelques mesures sexo-spécifiques que ce soit quant à l'accompagnement, à l'accueil des populations migrantes et migranteux, pour parler des femmes? Est-ce qu'ils auraient envie de dire, bon, voilà ce que l'on fait pour ces hommes qui arrivent, mais s'il y a des femmes, voilà ce qu'on va faire en plus? Est-ce qu'on peut imaginer que cela se mette en place vraiment? C'est le travail pour l'instant, il faut les alerter. Je ne sais pas si, voilà, c'est le travail des médias, c'est ce qu'on essaie de faire à Terrienne. Il y a des choses qui se mettent en place, parce qu'on a consacré pas mal de reportages à cette question à Terrienne, dans Terrienne. Et la principale préoccupation, c'est le logement.
parce que les femmes ont besoin de se retrouver ou entre femmes ou seules. Mais si elles se retrouvent dans des foyers mixtes, les violences se reproduisent ou elles ont peur qu'elles se reproduisent et c'est très 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 difficile pour elles. Il y en a qui ont préféré dormir dans la rue avec leurs enfants plutôt que de se retrouver confrontés à la violence. Ouais. Alors, petite question que l'on ne pose pas nécessairement. Pensez-vous qu'il n'y ait pas non plus de place de violence dans un contexte où il n'y a que des femmes entre elles? Parce que après, c'est un rapport de force de dominante-dominante et qui va dominante-dominée, qui va se mettre en place d'une certaine manière, surtout quand les conditions sont difficiles. Oui, certes, il y en a dans les prisons, par exemple, on sait bien ça. Mais bon, là, c'est dans un temps court, c'est dans un temps provisoire, donc peut-être que ça n'a pas encore le temps de se mettre en place ce genre de rapport de domination, mais il ne faut pas les exclure non plus. Mais bon, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a perçu, il y a quand même une solidarité qui se met en place. Est-ce que cette solidarité se met en place plus facilement en place quand il y a des hommes ou, quelle que soit la configuration, les femmes entre elles, encore une fois, va-t-on voir émerger cette solidarité de facto? Ou est-ce que, dans une situation critique, ma foi, s'il y a quelque chose, si c'est pour moi et pas pour la voisine? Non, je crois qu'il y a quand même le côté maternel. Elles sont aussi avec leurs enfants, c'est migrantes, donc ça change la donne. Ou ça la complique peut-être? Oui et non, c'est les deux. Elles sont obligées de faire avec ou sans d'ailleurs cette solidarité, mais je pense que quand même ça joue. On l'espère en tout cas. Mais en tout cas, c'est à nous aussi de... C'est un peu cela le rôle des terriennes que de faire du plaidoyer. De lancer des messages aussi. Oui, c'est aussi notre rôle. Ça n'est pas que notre rôle, mais c'est aussi celui-là. Oui, ça c'est sûr. Nous allons donc regarder ensemble la vidéo que vous avez bien voulu nous amener. Vous avez été à la rencontre donc d'une femme qui parle d'autres femmes. On regarde ceci, tout de suite. D'accord. Alors, selon des chiffres qui datent, je crois, de 2012, les femmes représenteraient en France 51% des migrants. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce chiffre? Est-ce qu'il vous semble juste? Oui, je pense que c'est juste. Globalement, on sait que les femmes représentent autour de la moitié des migrants. Et bon, c'est difficile d'avoir des chiffres fiables parce qu'on sait qu'il y a des migrations qui ne sont pas régulières et qui ne sont donc pas dans les statistiques. Mais plus ou moins, les femmes, oui, sont la moitié des migrants. Alors ça, c'est vraiment une nouveauté du 21e siècle parce que, enfin, quoique, bon, même si elles ont toujours représenté une grande partie, mais surtout parce qu'elles venaient en famille, oui. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une nouveauté avec des femmes qui arrivent seules? Oui. En fait, le fait qu'il y a des femmes qui migrent, c'est pas tellement nouveau. Comme vous l'avez dit, elles sont venues d'abord plutôt en famille. Et depuis les années 60 et les années 70, on voit qu'il y a à peu près la moitié des migrants qui vont être des femmes. Mais ce qui est nouveau, c'est vrai qu'il y a de plus en plus des femmes qui viennent seules. Elles viennent seules pour plusieurs raisons, pour travailler, mais aussi pour demander l'asile. Et quelque chose qui a changé, c'est le fait que les femmes puissent demander l'asile pour des raisons liées aux persécutions basées sur le genre. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau et on voit de plus en plus des femmes qui viennent seules ou qui viennent seules avec des enfants et qui ne sont pas des migrants qui viennent par un regroupement familial, mais pour des raisons propres. Alors justement, est-ce que vous pourriez un peu développer ces raisons qui les poussent, qu'elles invoquent pour demander l'asile? Alors les raisons liées au genre en fait, hein? En fait, oui, on a vu de plus en plus des femmes qui demandent l'asile pour ces raisons liées au genre. Ça peut être la crainte des mariages forcés, de l'excision, le viol. Elles ont été victimes de viols en temps de guerre. C'est des violences domestiques. Et tous ces motifs de demande d'asile, avant, c'était très difficile et ça reste difficile d'avoir un statut de réfugié basé sur ces motifs, mais ça a été reconnu par au commissariat pour les réfugiés comme des motifs. C'est donc un premier extrait de cette interview. Nous pouvons remercier Jan Friedman, sociologue du genre, pour ce qu'elle a apporté. Est-ce que tout ce que le travail des chercheurs parfois est pointu, mais pensez-vous que les femmes elles-mêmes ont quelques regards que ce soit sur la condition qui est la leur finalement? Ne sont-elles pas parfois résignées? Ne sont-elles pas parfois juste trop occupées à gérer le quotidien et à ne pas se poser de questions selon elles de toute façon?
Sylvie, je sais pas. Oui, bien sûr. Alors, on peut dire, mais déjà, ces femmes-là dont elle parle, qui partent, elles font une première démarche. Moi, je pense que ce premier pas, après ça, c'est fini. Elles seront plus jamais comme résignées. Elles seront, bien sûr, les femmes peuvent être comme on dit, les meilleures ennemies d'elles-mêmes aussi. Hein. Je racontais le cas, là, on a vu ce formidable film Mustang qui se passe en Turquie, donc avec des filles qui sont justement dans un processus d'émancipation. Le film est sorti en France juste le jour où il y a eu un terrible fait divers en Turquie avec une femme qui avait tué sa fille parce qu'elle avait eu une liaison avec un jeune homme avant le mariage. Vous vous rendez compte, une femme qui tue sa fille pour ça. Donc c'est sûr que les femmes intègrent les codes des hommes, les codes de domination. Mais voilà, cette démarche, par exemple, que celle-ci dont on parle, les migrantes font, c'est sûr que ça sera terminé après. Elles vont les balayer, ces codes. Dans leur démarche, dans la façon dont elles prennent en main leur destin, ce sera terminé. Est-ce que, par exemple, pour revenir à l'exemple de ce film-là, c'est une femme qui agit parce que c'est elle qui agit ou est-ce que vraiment on doit pouvoir y voir la main invisible d'une société d'hommes qui voudraient régler la question du déshonneur, par exemple? Et donc la femme, la mère en l'occurrence, fait le sale boulot. Le problème, c'est qu'il y a des traditions qui perdurent et contre lesquelles on a bien du mal, nous les femmes, on a du mal à se débarrasser. Et parfois, donc, les femmes sont partie prenante de ces traditions. C'est aux générations futures. Tout est une question aussi d'éducation. Ça dépend de qu'est-ce qu'on apprend à nos filles aussi. Et aux hommes, et à nos garçons. Et à nos garçons. C'est pas nos ennemis, les garçons, les hommes. Il faut vraiment aussi les mettre de notre côté. Et puis que c'est avec eux qu'on va changer. Hein. C'est pas contre eux, en tout cas. C'est sûr, cette on parole. est souvent des hommes terriennes, il faut le signaler. Hein. Dans Lady vous écoute aussi, nous avons des hommes. Notre adresse internet, Lady vous écoute @telesud.com. Messieurs et mesdames, vous avez certainement quelque chose à partager avec nous. Nous pourrons rediriger vos messages à nos invités du jour. Nous allons donc parler d'elle. Alors, elle. C'est un magazine qui nous accompagne depuis très longtemps, puisque c'est 70 ans cette année pour ce magazine féminin, hein, puisque c'est comme ça, c'est un des premiers qui a été créé en France et qui a été... qui est mondialement connu maintenant. Je crois que c'est 46 pays et autant de traductions, presque autant de traductions. Voilà, donc c'est un bel anniversaire. On ne peut que rendre hommage à ce magazine qui nous berce depuis autant d'années, avec des couvertures choc. Et puis, voilà, après, ça reste un magazine féminin où il y a les pages de mode. Enfin, il faut que ça reste aussi un petit peu léger. Ce n'est pas un magazine qui s'est vraiment rendu pour les causes militantes, quoi. Après, je pense qu'il a essayé de jouer sur les deux tableaux. Voilà. Vous m'avez marché sur la langue, c'était ma prochaine question. Oui. Alors, engagé en faveur des droits des femmes, en faveur des femmes, c'est une chose, mais en faveur des droits des femmes, qu'en diriez-vous? Moi, je pense que... À l'époque de sa création... Je pense qu'il y a plus de paradoxes. En fait, je dirais qu'il y a 70 ans de paradoxes. Hein, parce que, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a organisé, ils ont même été moteurs, même pour le mouvement féministe, hein, ils ont été là-dedans. Mais en même temps... il donne une image des femmes qui reste extrêmement conventionnelle et c'est tout le paradoxe, non seulement conventionnel mais en plus occidental. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de une, je ne sais même pas s'il y en a une, avec des femmes qui ne soient pas des femmes blanches européennes, filiformes, Ce à quoi on vous répondrait peut-être qu'elle en Afrique du Sud a d'autres couvertures avec d'autres modèles en couverture. Oui, mais ça c'est maintenant. Hein. Auparavant, elle n'était pas toujours elle arrivait telle qu'elle était. Il y en a eu, mais ce qu'il faut signaler, c'est qu'à chaque fois, ça a créé un événement, quoi. C'était ça qui était incroyable. C'est à chaque fois qu'elle, il n'y en a pas eu beaucoup. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 fois avec des mannequins ou des top modèles célèbres d'origine africaine. Donc, Michelle Obama, une fois ou pas du tout? Michelle Obama, peut-être, je ne sais pas. Nous risquons de dire des bêtises. À chaque fois, c'est un événement. Parlons-en. Ça ne devrait pas l'être. Alors, événement, dans quel sens, justement? Restons dessus, si vous le voulez bien. Événement parce qu'elle fait autrement que d'habitude ou parce que, qu'est-ce que ça fait là que d'avoir une personne qui n'est représentative de rien d'habituel, pour parler d'elle, en termes de contenu?
C'est terrible comme constat. C'est un peu Hélas. terrible. C'est un peu terrible. Non, je sais pas. Enfin bon, moi j'appelle tout le monde à aller voir cette expo des 70 ans de elle, parce que voilà, c'est un peu des images d'Épinal. Sur les Champs-Élysées, oui, voilà. l'exposition. Mais c'est vrai, Sylvie a tout à fait raison. C'est plein de contradictions. Il faudrait que ça bouge un peu, quoi, parce que les femmes qu'on voit dans elle, c'est pas non plus. C'est pas celle qu'on voit tous les C'est jours. pas celle qu'on croise tous les jours, que ce soit ici, Moi, je à me Paris je me ou souviens ailleurs. d'une Voilà. une, alors sur un autre plan, par exemple sur le côté mannequin, filiforme, etc. Elles avaient mis une photo de Emmanuelle Béard, qui était gironde, comme tout, y compris de l'angle qui était c'est incroyable comme on avait parlé aussi de cette une. Donc ça montre aussi. Alors elles vous diront que ben oui, mais de faire ça permet de parler d'autres choses. Bon, mais enfin, je pense qu'il y a... Qu'est-ce que ça a d'exceptionnel? Il y a souvent, ça ne doit pas être simple toujours d'être dans ces paradoxes. Et voilà. Mais n'est-ce pas le propre des femmes quelque part que d'être justement en permanence dans un paradoxe, non pas parce qu'on ne soit pas capable d'avoir le discernement de faire la part des choses, mais parce qu'il faut aussi prendre en compte peut-être son aspect multifacette. Et puis, est-ce qu'on est finalement en accord de manière linéaire, de bout en bout, avec tout ce que l'on est, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on représente et toutes les perspectives qui sont les siennes? N'y a-t-il pas des paradoxes déjà? Il y a le modèle qu'on veut nous imposer aussi, un modèle physique. Ça, les magazines féminins, c'est vraiment ça. C'est voilà, les et défilés pourtant de on mode. en achète. Et pourtant on en achète. Et on les achète quand même. Le débat est vieux comme enfin, le ça monde. dépend. Voilà. Nous partons au Burkina Faso pour terminer notre regard de femme sur le monde. Alors le Burkina Faso, il y a eu ce putsch récemment, mais vous avez souhaité aborder cela d'une autre manière. On va commencer par parler des élections présidentielles, puisque désormais, il faut quand même le rappeler, il va donc y avoir... Normalement. Oui, normalement, il devrait. Merci pour la précision. On va mettre des guillemets partout et ma foi, la transition qui avait commencé devrait pouvoir aller à son terme, c'est-à-dire où il y aura des élections. Et avec une femme candidate déjà, est-ce que vous pensez que c'est une femme qui s'engage parce qu'il faut bien s'engager ou est-ce qu'elle pourrait avoir ses chances vraiment? Non, mais en tout cas, moi, Isabelle vous en parlera mieux, parce que c'est elle qui a fait le portrait pour Terrienne de cette candidate. Mais bon, moi, ce que je remarque, c'est qu'en Afrique, il y a de plus en plus de femmes qui s'engagent. On les voit, elles manifestent. Il y a des manifestations de femmes en plus, ce qu'on ne voit pas forcément. Les révolutions passent par les femmes. Oui, moi, je trouve qu'elles deviennent de plus en plus visibles et que c'est un des épisodes de cette visibilité, mais bon, Isabelle vous parlera Alors, mieux parlons donc de Saran Serré. Oui, Saran Serré-Sérémé, figurez-vous, elle a été sacrée homme de l'année en 2014. Ça veut tout dire. Par qui? Par des hommes, bien sûr. Bah voilà, c'est bon. Bon, ça c'était. Donc, mesdames et messieurs, à l'écran, vous avez l'homme de l'année, mais enfin quand même. Alors, elle est officiellement candidate depuis le mois de juillet. On l'appelle aussi l'Amazone du Tougan, c'est la région d'où elle vient. Et en fait, elle, c'est une militante vraiment des premières heures. Elle s'est battue dans sa jeunesse pour défendre Thomas Sankara. Après, elle s'est battue pour qu'il devienne héros de la nation, ce qu'il est devenu maintenant. Mais voilà, et elle a dû s'exiler à l'époque parce qu'elle était devenue gênante pour les autorités qui ont suivi. Et le président Compaoré, qui depuis n'est plus à la tête du Burkina. Et donc elle est revenue. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant dans son parcours, c'est que elle a quitté le Burkina aussi pour faire des études ailleurs, comme beaucoup de femmes du continent, mais elle est revenue dans son pays pour se battre pour les Burkinabés, qu'ils soient hommes ou femmes. Pensez-vous qu'elle ait quelque chance que ce soit, ou simplement c'est une manière de marquer de son empreinte de femme la question politique? Elle a marqué, en tout cas, au moment de la révolution en 2014, ce qui aboutit donc à la chute du président Compaoré, qui était là quand même depuis 27 ans. Et donc à l'origine de la révolution, c'est qu'il voulait faire changer la Constitution pour qu'il puisse se représenter encore une fois. Ça n'a pas marché. Et en fait, elle s'est illustrée à un moment dans une manifestation qu'on a appelée la manifestation des spatules. Alors, les spatules, vous savez, c'est ce dont on sert aussi bien les hommes que les femmes, puisque les hommes sont très bons en cuisine aussi. Quand voilà. Et donc, elle manifestait avec ces spatules en bois parce que, bon, selon les moyens de bord, tradition burkinabé, les femmes, quand elles se servent d'ustensiles de cuisine pour battre leur homme, ça leur enlève
tout leur pouvoir. Vous imaginez? Donc ça avait été assez symbolique à l'époque, des milliers de femmes quand même dans les rues de Ouagadougou, c'était quand même quelque chose. Et pas pour faire la soupe cette fois-ci. Donc voilà, donc cette femme est connue, elle est chef d'un parti politique. Elle est candidate, bon après on lui souhaite bonne chance et elle y croit, elle se dit, j'ai noté tout à l'heure, j'ai fait une petite note, être femme n'est pas une malédiction, non plus une limite, l'homme et la femme se complètent. Voilà ça comme programme. Est dit. Nous n'allons pas terminer sans parler d'une autre femme au Burkina Faso, on retrouvera d'ailleurs sur le site internet d'Ethérienne. Je vous laisse parler d'elle. Oui, alors là, ça c'est une militante au long cours, une militante de l'ombre, comme on dit, hein, Tara Nakabano, qui en fait, depuis des décennies, se bat pour la condition des femmes du Burkina Faso, qui a monté des associations, qui traite de tous les sujets pour les aider, pour les amener justement aussi à plus d'émancipation. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle refuse de dire qu'elle est féministe, alors qu'elle est vraiment féministe, mais comme si elle avait peur encore. Alors justement, on n'a plus beaucoup le temps, mais on peut rester sur ce point-là. Est-ce que se battre en faveur des droits des femmes, c'est être forcément féministe on reviendra dans un autre contexte sur mais c'est pas sur le sens du c'est pas un non, mais juste, on nous dit en régie que c'est fini. Alors on remet le couvert, on commence la prochaine émission avec cette question. Est-ce qu'on peut être en faveur des femmes tout en se disant non féministe? Voilà. On reviendra dessus. Je voudrais vous remercier beaucoup toutes les deux d'avoir accepté de participer à cette émission. Renvoie donc, mesdames et messieurs, à cette interview avec Jan Friedman, sociologue du genre, sur le site d'Ethérienne. Merci beaucoup encore une fois et à demain.